Solution du numéro 12 du chapitre 10. La situation est la suivante. On a le schéma ici à gauche. J'ai écrit les données un petit peu alentour. On a un solénoïde qui nous dit ce qui est très long. Alors ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la formule pour un solénoïde idéal. Il a 250 spires par centimètre, donc ça c'est le nombre de tours de fil par centimètre. Ensuite on place à l'intérieur une bobine. Donc une bobine de 40 spires. Donc une bobine, c'est tout simplement un enroulement de 40 tours de fil dans ce cas-là. Et les axes sont parallèles, c'est-à-dire que ici par exemple, vous voyez que la bobine, son axe est parallèle, en fait il est centré sur celui du solénoïde. Ensuite on a les rayons, celui de la bobine et celui du solénoïde. Et il nous demande quel sera le courant induit à t égale 0,250 secondes, sachant que le t égale 0, dans le fond, ça vient de cette formule-là, c'est-à-dire que celle-ci nous donne le courant qui circule dans le fil du solénoïde. Donc, le solénoïde qui est à l'extérieur ici, il y a un courant qui décroît de manière exponentielle. Donc, à t égale 0, on a un courant de 1,5 ampères dans le solénoïde, et au fur et à mesure que le temps va avancer, le courant va devenir de plus en plus faible. Alors nous, on veut savoir celui qui est induit dans la bobine à t égale 0,250 secondes, donc un quart de seconde en fait, et on ajoute comme information aussi la résistance de la bobine, donc la bobine qui est ici. Alors ici, dans ces problèmes-là, il faut faire bien attention de ne pas mélanger les choses. Comme ici, par exemple, on a deux rayons différents, celui de la bobine, celui du solénoïde. Puis ensuite, on a aussi deux courants différents. Donc il y en a un, ce courant-là, la donnée, c'est le courant qui circule dans le solénoïde, donc dans ce fil-là ici, tandis que nous, on veut le courant induit, donc celui qui va circuler dans la bobine. Alors pour faire ça, alors le courant induit, ça se calcule avec la F et M induite. Donc nous, la formule qu'on a, la loi de Faraday, c'est la formule suivante. Donc le nombre de tours de la bobine, sont là d'ailleurs, et la dérivée du flux par rapport au temps. Alors on va commencer par calculer ça, la F et M induite, puis ensuite ça va être assez simple de calculer le courant. Dans le fond, une fois qu'on a la F et M induite, on dit le courant induit, c'est la F et M induite divisé par la résistance tout simplement. Donc c'est comme si autrement dit on avait une source dans notre bobine, c'est la F et M induite. Alors, en prenant tout simplement la résistance de la bobine, c'est la loi d'Ohm dans le fond, on va avoir notre courant induit comme ça. Donc ça va être très facile une fois qu'on va avoir notre F et M induite. Alors pour la F et M induite, alors le N on l'a, donc c'est 40 tours, donc ça va. Maintenant il nous reste à calculer le flux magnétique. Alors on va calculer d'abord le flux, puis ensuite on va le dériver pour voir quelle est la dérivée du flux par rapport au temps. Alors pour le flux magnétique, alors la définition du flux c'est B fois A, c'est un produit scalaire. Donc ça veut dire qu'en réalité c'est BA cos θ avec θ l'angle entre le champ magnétique et le vecteur A. Et le vecteur A il est toujours perpendiculaire à la surface. Dans notre cas ici, l'angle il va être 0. Parce que, revenons au schéma qui est ici, la bobine qui est là, pas la bobine mais le solénoïde, pardon, si on regarde le sens du courant, on peut trouver le champ magnétique qui est créé par le solénoïde avec la règle à main droite. Il s'agit d'enrouler nos doigts dans le sens du courant dans le solénoïde. Notre pouce pointe vers la gauche. Donc, ça veut dire qu'on a un champ magnétique ici qui est vers la gauche, qui est créé par le solénoïde. Et dans un solénoïde idéal comme celui-là, qui est très long, le champ il est uniforme partout à l'intérieur du solénoïde. Donc, c'est le même partout, il est vers la gauche. Ce champ-là, il est donc, vous le voyez, perpendiculaire à la bobine. Alors, s'il est perpendiculaire à la bobine, le vecteur A, lui, c'est un vecteur qui est toujours perpendiculaire à la surface également. Donc, les deux vont être parallèles, ils vont avoir un angle de 0 degré. Donc, autrement dit, cos de 0, ça donne 1. Donc, en fait, le flux magnétique va être tout simplement égal à B fois A. Alors, B fois A, ça veut dire quoi? B, ça va être le champ magnétique qui est produit par le solénoïde, puisque c'est lui qui remplit la surface de la bobine. Donc le champ magnétique du solénoïde
c'est mu0 n fois i. Ça, c'est une formule qui vient du chapitre 8. Donc, n, c'est le nombre de tours par unité de longueur, puis i, ça va être le courant. Et puis le A, ben là, c'est la surface où on va avoir un flux magnétique. Donc, je pourrais peut-être ici l'assurer. C'est ça ici, dans le fond. Notre bobine couvre cette surface-là. Donc, en fait, comme on a le rayon, on va pouvoir le calculer en faisant pi r carré, cette surface-là. Par contre, il faut choisir le bon rayon. Évidemment, c'est celle de la bobine que l'on veut. Donc, ça va être 8 cm. Alors, si on met nos chiffres là-dedans, on a mu0, 4pi fois 10 à la moins 7. Le n, c'est le nombre de tours par unité de longueur, qui est donné ici. On avait 250 spires par centimètre. Et là, il faut faire attention, il y en a beaucoup qui se font prendre là-dedans. C'est des spires par centimètre. Nous, on veut des spires par mètre pour que les unités soient cohérentes. Alors, il faut résister à la tentation de diviser par 100 et de dire on va avoir 2,5 spires par mètre. Pardon. Alors, si on a 250 spires dans 1 centimètre de long, on en a 100 fois plus dans 1 mètre de large. Donc, c'est pas 2,50, mais plutôt, vous voyez, il faut ajouter 2 zéros dans le fond. Là, si on veut avoir des spires par mètre, là, il y en a 100 fois plus dans 1 mètre que dans 1 centimètre. Donc ça va être des spires par mètre. Alors ça va être 25 000 spires par mètre. Donc je peux revenir ici et continuer. Alors on va avoir notre 25 000 spires par mètre ici pour le N. Ensuite le I, mais c'est le courant qui circule dans le solénoïde. Donc ça sera, je remplace en fait par l'expression qu'on avait ici, 1,5 E à la moins T sur 0,460. Alors 1,5 E à la moins T sur 0,460. Voilà. Puis ensuite, fois pi r carré, donc pi fois 0,08 au carré. Donc, c'est le rayon de la bobine et non pas du solénoïde. D'ailleurs, ici, le rayon du solénoïde, en réalité, il ne nous sert pas. On n'en aura pas besoin à nulle part parce qu'il n'intervient pas dans le calcul du champ magnétique du solénoïde, puis non plus en fait dans l'air de la bobine, puisque pour le flux, c'est seulement le flux qui traverse la bobine. Alors dans le fond, le solénoïde ne sert pas. Donc ce rayon-là, en fait, on n'en a pas besoin, on n'a jamais à l'utiliser. Alors on revient à notre formule ici. Prochaine étape, ça va être de simplifier tout ça. Donc, je vais calculer toutes les constantes. Donc, le 4pi 25 000, 1,5, le pi r carré à droite ici, puis je vais laisser seulement l'exponentielle. En passant, on ne peut pas remplacer le temps qui est ici par le moment qu'ils nous ont demandé ici, donc à t égale 0,250. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que ensuite, ça ici, c'est le flux qu'on est en train de calculer, mais la prochaine étape, ça va être de le dériver pour avoir la FEM induite. Donc, on ne pourra pas le dériver si on a remplacé notre temps déjà. Donc, il faut que la variable t demeure une variable. Donc, je continue ici. Je vais calculer donc toutes les constantes. Alors, ça donne 0,009. Non, il manque un 0 encore. Il y avait 3 zéros. 0,00947. Puis ensuite, je vais avoir E exposant moins T sur 0,460. Donc, ça, c'est pour le flux magnétique. Et ensuite, nous, ce qu'on voulait, c'était la FEM induite, donc égale à n fois la dérivée du flux par rapport au temps. Alors, le n, c'était le nombre de tours de la bobine, 40. Et la dérivée du flux, ben, le flux, c'est ce qu'on vient de calculer ici. Donc, il s'agit de le dériver. C'est très facile, une exponentielle à dériver. Donc, je vais réécrire la constante qui est devant, ici. Puis ensuite, ben, la dérivée d'une exponentielle, ça redonne la même exponentielle. Par contre, ici, devant le temps, dans l'exposant, j'ai quand même moins 1 sur 0,460. Donc, il va falloir multiplier par moins 1 sur 0,460. Donc, le moins, je vais le mettre ici en avant. Puis ensuite, je répète mon exponentielle. Comme ceci. Et là, on est rendu au moment où là, on peut remplacer le temps
par ce qu'ils nous ont demandé parce qu'on est à la fin. Donc, autrement dit, ici, on voit que la FEM, elle varierait de manière exponentielle. Donc, elle serait forte au début puis elle diminuerait avec le temps. Mais nous, on veut avoir la valeur à un moment donné, à un quart de seconde. Donc, on peut remplacer le temps par un quart de seconde là-dedans. Donc, je vais le remplacer par 0,250, puis je vais faire le calcul. Alors, ça donne 0,0478 volts. Et il y avait un signe moins aussi, donc j'ai oublié le signe moins. Mais en fait, je vais l'enlever le signe moins parce qu'en réalité, cette formule-là, on s'en sert pour calculer la grandeur de la FEM induite. Le sens, on le trouve plutôt avec la règle à main droite puis avec la loi de Lenz, dans le fond. Alors nous, c'est la grandeur qui nous intéresse. Donc en fait, le signe moins, je vais juste même le laisser tomber comme ceci. Donc on aurait 47,8 millivolts en fait comme FEM induite à ce moment-là. Et comme on disait tout à l'heure, pour trouver le courant induit, on va tout simplement diviser cette force électromotrice-là par la résistance du circuit qui est de 5,30 ohms. Et donc, on va pouvoir calculer notre courant comme ça. Alors, ça donne 0,00902 ampères. Ou encore, comme c'est assez petit, on pourrait plutôt l'exprimer en milliampères. Alors, ça serait 9,02 milliampères.